Et sur Boursorama, nous aujourd'hui, on a décidé de prendre le temps de revenir sur certaines zones de flou qui entourent le projet de budget, les mesures fiscales qui seront dans le projet de budget qui sera présenté mercredi prochain, mais dont le gouvernement a quand même laissé filtrer pas mal d'informations. Maître Jérôme Barré, bonjour. Bonjour David. Merci trop là, maître. Avocat associé au cabinet Franklin. Les mesures qui sont envisagées, on en parle régulièrement sur Ecorama, on ne va pas les rappeler, la hausse de la CSG, la taxe d'habitation, la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique de 30%, c'est le revenu financier, l'impôt sur la fortune, il y a l'assurance vie, tout ça on le sait maintenant. Toutes ces annonces attendues posent des questions. Et c'est pour ça qu'on voulait vous avoir en plateau. Et ces questions, nous on va oser les poser. Allez, le prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus financiers, prélèvements sociaux inclus. Pardon, mais quand on est actionnaire, qu'on touche des dividendes, peut-être votre cas, maître. Très peu. Jusqu'à présent, pas assez. Il y avait un abattement, il y a un abattement de 40% et après, une fois l'abattement déduit, on est frappé en termes d'impôt à la tranche marginale d'imposition. Que se passe-t-il demain avec un prélèvement forfaitaire de 30%, prélèvements sociaux inclus? Ça sera sur 100% de la somme ou on aura toujours les abattements? On ne va pas rêver. Alors, les abattements, ils vont sauter. Hein. On ne sait pas, on ne sait pas. Et la question, c'est qui est gagnant dans ce cas-là? Parce qu'il y aura des perdants. S'il n'y a plus d'abattement, il est certain que les grands revenus qui sont taxés à 45% si on prend l'impôt consolidé, vont y gagner, puisque de 45, ils vont passer à 30. Mais ce sera évidemment pour des personnes qui sont sur les tranches élevées. Pour ceux qui sont les tranches moins élevées, 30% représentera quelque chose qui n'est pas un gain. Sur 100% de la somme. Sur 100% de la somme. Avant, on était frappé sur 60% de la somme. Que vont devenir ces abattements? On ne nous dit pas. Soit on nous laisse l'abattement, soit on nous laisse également… De vous à moi, dans le landerneau fiscal, personne. Pas forcément, parce qu'on peut nous laisser l'abattement et on peut nous laisser également la faculté de recourir au système ancien, de rester taxé sur la tranche, ou alors si on supprime l'abattement, de rester taxé sur la tranche marginale en appliquant l'abattement. Et là, pour les revenus plus faibles, on bénéficiera quand même de cet abattement de 40%. Donc là, ce sera quelque chose qui n'est pas gagnant avec le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, pourrait rester dans l'ancien système qui lui permettrait d'être en dessous de 30%. Ou d'être capé à 30% sans surcharge fiscale. Et donc ça, c'est une possibilité. Ça, on ne le sait pas. Ça, on ne le sait pas, c'est toujours en discussion. Mais si ce n'est pas possible, comment s'assurer qu'on sera gagnant si l'abattement de 40% est supprimé et qu'on paye encore une fois 30% sur 100% des dividendes? Je partage votre avis, ça profitera essentiellement aux personnes qui sont taxées évidemment au-dessus de 30%. Donc ceux qui ont le plus de dividendes et ceux qui en profitent le plus avec des tranches élevées. Parce qu'en même temps, il y avait aussi les cotisations sociales dans l'ancienne version. Il fallait enlever aussi les cotisations. Oui. Les cotisations qui, elle, étaient taxées sur 100, alors que la cotisation d'impôt, elle n'était taxée que sur 60. Il y a un risque, pardon de le dire, je le dis un peu crûment, mais que ça soit mieux avant. Et que finalement, pour certains, oui. Tout le monde, on se dit, le prélèvement forfaitaire 30% sur les revenus financiers, c'est génial, mais qu'en fait, au final, on se dit qu'avant c'était mieux, et donc beaucoup de gens vont rester dans l'ancien système s'ils ont le choix. C'est une des difficultés de nos systèmes fiscaux, il est complexe. En appliquant une flat tax de 30%, on simplifie le sujet. Et ça, les Français veulent de la simplification sur ce thème. Si on simplifie, on paye plus cher. Mais on risque de payer plus cher. Je suis d'accord avec vous. Et cette question-là n'est pas tranchée. Et vous le sentez comment? Je n'ai pas entendu. J'ai entendu, mais ça, ce sont des bruits de… Je vois tout à l'heure… Monsieur le ministre des Finances à une réunion de l'AFIC. Et donc, c'est une des questions que j'estime devoir lui poser. J'aurais dû vous inviter demain, donc. Vous pouvez me réinviter demain. Il revient vendredi, on continuera, parce qu'il y a encore notre sujet vendredi. Cette question, elle est fondamentale parce que on risque de rester sur un système compliqué si on laisse le choix. Et la tendance du ministre, c'est de pouvoir dire c'est très compliqué à gérer, je ne vous laisserai pas le choix. Mais s'il ne veut pas atteindre les petits revenus pour des flux qui sont moindres, il faudra qu'il laisse le choix. C'est probable. Et donc les perdants seront ceux, si on n'a pas le choix, les perdants seront ceux qui ont les revenus les plus faibles. Mais à partir de quel niveau? On ne peut pas calculer à partir je n'ai pas calculé ça, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais pour vendredi, maître, il faudra calculer. J'aurais calculé, oui. Oui. Bon, il y a aussi les abattements, donc on l'a dit sur les dividendes, mais aussi abattements pour durée de détention, pour les plus-values en action. Là, encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être maintenu? On rappelle, les abattements, c'est croissant. 65% ou 85%, même si vous partez en départ à la retraite. D'ailleurs, sur cette question du départ à la retraite, c'est une vraie question. Si on garde ces actions pendant une certaine durée, vous avez un abattement jusqu'à 60% et vous avez également un abattement jusqu'à 80% qui est dit l'abattement renforcé quand vous cédez votre entreprise au moment de votre départ à la retraite. Et donc on ne paye des impôts sur la plus-value que sur 20% de la somme.
et on ne paie des impôts, enfin on peut être exonéré en l'espèce pour le départ à la retraite, on est exonéré sur la totalité d'impôts de plus-value, mais pas sur l'impôt de CSG. D'accord. Et ça c'est assez intéressant parce que c'est un complément à la retraite. Au moment où la retraite est très, entre guillemets, attaquée, ou du moins qu'il y a beaucoup de débats sur ce thème, il est clair que hormis certaines activités pour lesquelles on a des abattements complets, le départ à la retraite en cédant ses titres est une incitation justement à partir plus tôt et à transmettre aussi plus tôt, dès lors qu'on a l'âge de la retraite, plutôt son entreprise alors qu'elle est en bon état, plutôt que d'attendre 75 ans ou 80 ans, alors que là, l'entreprise est probablement à l'image de celui qui la dirige. Mais ils sautent ou pas ces abattements aussi pour durée de détention d'action? Pareil, même réponse à Même réponse. Aujourd'hui, je pense que ça fait l'objet de discussions, qui sont des discussions importantes et qui font qu'effectivement, on en avait parlé, si vous vous souvenez, dans une émission chez vous, entre les deux tours, c'est que la prime à la détention permet d'avoir une épargne durable. Dès lors que vous n'avez plus cette épargne durable et que vous spilez ou que vous jouez sur des titres à 30%, surtout si vous êtes un professionnel ou pas un professionnel mais que vous avez des hauts revenus, c'est tout à fait à votre avantage. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'épargne devient beaucoup plus volatile et on peut imaginer que cette épargne étant volatile, évidemment, l'investissement sur les entreprises pourrait s'en ressentir puisqu'on n'investirait pas durablement sur une entreprise. Ouais. Donc ça, c'est un vrai sujet, c'est même un sujet à la fois de l'entreprise et un sujet de société. Ouais. Est-ce que oui ou non, on veut donner une prime à la durée? Et l'épargne durable, on peut en dire ce qu'on veut, y compris pour l'assurance vie dont on dit qu'elle consacre ou qu'elle concentre les pires maux. Une épargne durable, un socle d'épargne durable, c'est quelque chose qui favorise un pays. Et c'est ce qui permet d'avoir de la ressource pour faire face aux dangers. Autre sujet, Maître Jérôme Barré, le crédit d'impôt pour la transition énergétique qui sera transformé en prime, versé dès que les travaux seront achevés, et non plus avec ce décalage, parce que le crédit d'impôt, le principe, c'est qu'il y a un décalage de trésorerie. Ça pose quelle question, ça? D'abord, la réalité des opérations. C'est mieux, on touche l'argent tout de suite. C'est très bien. C'est à la fois, ce qu'on ne connaît pas, c'est quel va être le montant. On ne sait pas encore comment comme d'habitude, le sujet. Il y a la bonne nouvelle, puis après, derrière, il y a donc ça, on ne le sait pas. Le truc est caché. Ensuite, quel va être le document qui fait foi? Est-ce que c'est la facture simplement? Est-ce qu'il faut des entreprises agréées? Ça va être un vrai sujet. C'est-à-dire que l'administration, dans pareil cas, peut accepter le paiement et puis revenir dessus, comme on le sait, dans les 3 ans qui suivent. Mais c'est a priori la volonté du gouvernement, c'est de calquer immédiatement et de favoriser surtout l'investissement avec le paiement derrière. Donc c'est la mise en œuvre de ce paiement qui va être difficile et de voir comment également, l'administration le voit sur des remboursements de CSG en ce moment par exemple, il faut qu'elle fasse face à ça parce que c'est des traitements et des instructions de dossier qui sont non négligeables. Et donc est-ce qu'on est bien dans les clous et quels vont être les clous qui vont être donnés pour qu'ils soient suffisamment lisibles pour que l'administration n'ait pas la tentation, parfois, on ne peut pas dire qu'elle l'est toujours, mais d'attendre un certain temps, parce qu'elle n'a pas le temps non plus de le gérer, et de revenir 3 ans plus tard. Ouais. Il ne faudrait pas qu'on soit dans ce cadre-là. Ce qui peut être problématique. On termine avec l'impôt sur la fortune immobilière. Nouvelle mouture donc de l'impôt sur la fortune. Se pose la question de la base taxable. On a compris que tout ce qui était placement financier, ça sort. Pour l'immobilier, il y a toujours cette question de la pierre papier, les SCPI, les OPCI, les SCI familiales aussi. Est-ce que ça sera ou pas dans la base taxable? Alors il y a encore une rumeur selon laquelle ce ne serait pas forcément taxable. C'est toujours une rumeur. Considérant que ça c'est le souhait d'un certain nombre de promoteurs, considérant que ça finance beaucoup de l'industrie tertiaire. C'est une volonté du moins, je ne sais pas si c'est une rumeur. En revanche, dire que ça n'est pas de l'immobilier, même si c'est un titre à la française, c'est pas vrai. Adossé de l'immobilier commercial le plus souvent. Voilà, c'est pour ça que je disais que ça favorisait le tertiaire. Est-ce qu'on veut considérer qu'on veut favoriser cette industrie commerciale? Là encore, c'est très compliqué, de la même manière que on a un concept en France de la prépondérance immobilière. Est-ce que dans le cas d'une société qui détiendrait un immeuble, on viendrait chercher fiscalement l'immeuble pour le taxer à l'ISF? Ça, c'est une question qui reste encore posée. Pour les non-résidents, par exemple, on applique ce mécanisme-là de façon à ce qu'on paie quand même un ISF. Ouais. Et ça pose un autre problème, c'est que vous vous souvenez qu'en 81, quand l'impôt sur les grandes fortunes avait été mis en place, on avait créé la taxe de 3%. La taxe de 3% pour éviter que des malins, justement, s'exonèrent en droppant de l'immobilier dans des sociétés à l'étranger. Est-ce que cette taxe de 3% sera maintenue pour les non-résidents? Et c'est un ensemble de choses qui restent. Ou est-ce qu'on sortira complètement de ce sujet? Dernier point, pour l'administration fiscale, la suppression de l'ISF sur une partie, ça veut dire qu'elle sera aveugle sur cette partie-là en termes de transmission intergénérationnelle. Et ça pose un vrai sujet. Parce que si j'étais à la place du gouvernement, je ne suis pas à la place du gouvernement, mais à la terrasse d'un café, j'aurais volontiers quelques évis, mais nous ne sommes pas dans une discussion de comptoir. Cependant, l'administration, si elle n'a plus cet objectif, si elle n'a plus cette possibilité de suivi, c'est quelque chose qui va la gêner. Et donc, est-ce que le gouvernement, pour autant, peut se permettre
de supprimer un impôt sur la fortune, oui, et on peut juger que c'est positif parce qu'effectivement, comme le disait le bon Henri Sterdyniak, ce qu'on veut, c'est rapatrier les forces vives en France. Est-ce qu'elles viendront, elles attendront d'être sûres que ça ne change pas à la prochaine, au prochain mandat électoral? C'est Édouard Tétrault qui a dit ça. Sterdyniak qui était de l'autre côté. Mais c'est pas grave. C'était Édouard Tétrault. Bien. Et donc, pour les soyons contents de ce qui se passe, mais la mise en œuvre risque d'être assez fine. Bon. Et donc on attend les derniers arbitrages. J'imagine que ça cogite en haut lieu et on saura ça la semaine prochaine. Mais voilà, il y a des zones de flou et on voulait attirer votre attention là-dessus, mais on aura toutes les réponses à tout ça. On en reparlera la semaine prochaine. Merci à vous, Maître Jérôme Barré, avocat associé au cabinet Franklin. Merci pour ces explications. Merci.